Salut Franck, Salut César, bonjour à tous. salut à tous. On va revenir aujourd'hui pour vous parler des multibaggers, ces boîtes qui font des multiples. Alors j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques semaines en présentant trois études qui avaient présenté un peu une forme de méthodologie à la fin pour montrer qu'est-ce qui pouvait pousser des boîtes à avoir des multiples de leur capitalisation important. Et c'est vrai que ça avait été des discussions qu'on avait souvent eues avec Franck qui, par son expérience au travers des deux basses, avait une approche qui était un tout petit peu différente et c'est hyper intéressant parce qu'on va voir que on peut trouver des multibaggers avec, on va dire, des sous-jacents dans la manière de les trouver qui sont un peu différents. Et c'est vrai que toi, Franck, ce que tu as souvent identifié, c'était plutôt finalement des multibaggers qui provenaient de boîtes qui avaient finalement des actifs qui étaient décotés par rapport à leur valeur en bourse. Ouais, c'était super l'étude que tu avais sortie et que tout ce que tu avais présenté. Et c'était vraiment très axé croissance. Et finalement, nous, avec les Dobas, là maintenant, ça fait 15-16 ans, on a connu plusieurs dizaines de baggers. Donc, je connais très bien le sujet. Et en fait, quand tu achètes des NetNet ou des Dobas, mais avec des décotes vraiment extrêmes, genre 30%, 40% de la trésorerie nette, avec d'autres actifs à côté, boîte en perte, le marché n'attend plus rien. Et là, quand tu as un retour à la moyenne ou un petit retour de bénéfice, tu peux faire un bond très rapide. Donc sans aller chercher l'hyper-croissance comme toi ou une petite boîte qui fait une croissance régulière en espérant qu'elle devienne le futur Microsoft, tu peux déjà faire des choses sympathiques sans spéculer justement sur le côté croissance. Donc là, c'est là où c'est sympa. C'est que tu n'as pas besoin d'avoir repéré la future pépite, le futur Microsoft. Je crois même que tu avais sorti un blog post qui reprenait, alors c'était, j'allais dire, une étude version d'Obas, où tu présentais un peu les différentes catégories. Alors pour resituer pour les membres de d'Obas, ils vont savoir de quoi on parle quand on parle de NetNet, de RAP, etc. Mais peut-être que tu peux redire un mot de finalement cette review que tu avais pu faire post premier Ouais. portefeuille. Il me semble que c'était sur premier portefeuille d'Obas. Ouais, le premier portefeuille qui a duré 9 ans, presque 10 ans. Et il y a eu, je dirais, de mémoire, 200 actions qu'on circulait au sein de ce portefeuille. Donc ça permet d'avoir en fait un historique et d'avoir pas mal de statistiques. On avait pas mal travaillé là-dessus avec mes associés. Et en fait, ceux qui font les plus gros gains, donc là en termes de baggers, c'était systématiquement les net-net. Est-ce que tu peux redire Donc un mot justement sur ce qu'est une NetNet pour les gens qui découvrent ce vocabulaire-là? ouais, bah c'est simple, c'est que quand tu achètes une boîte cotée 30% en dessous de son actif courant, euh, retraité de tout son passif. Donc actif courant, c'est cash, stock, créance client et parfois avance. Il y a des avances aussi. Et de ça, t'enlèves tout le passif. Donc c'est-à-dire que tu ne tiens pas compte des immeubles, du savoir-faire technologique, etc., du potentiel de croissance, des bénéfices. Donc vraiment une approche purement du bilan, du patrimoine, mais du patrimoine liquide normalement réalisé à moins d'un an. Et sur ça, sur ce ratio, tu prends au moins une marge de 30%. Et là, tu as une nette typique Benjamin Graham. Et à la période 2008-2009, on a pu en ramasser des dizaines, et avec des décotes de 50, 60, 80%, 90% parfois. Donc très Ce qui est rare, c'est énorme. un événement très rare. Et Et donc, du coup, ce que tu constates dans cette review de plus de 200 boîtes, c'est que au moment où tu les achètes en 2008-2009, c'est les boîtes qui vont devenir à se transformer en multi-baggers et qui vont surperformer. Et d'après toi, pourquoi est-ce que c'est plutôt ces boîtes-là plutôt que celles qui sont, alors les RAP, je crois que c'est rentabilité à petit prix. Donc c'est en fait ouais, c'est c'est ça. des boîtes en croissance mais qui sont mal valorisées, c'est qu'on va appeler un peu du quality value si on fait des références à Ouais, à c'est la ça. Evans. Pourquoi Mhm. est-ce que c'est ces boîtes-là, on va dire les mégots de cigares à la gramme, qui vont avoir plus tendance à repartir dans ces moments-là? En fait, historiquement, on a remarqué que les RAP, on les sortait plus rapidement en portefeuille, mais elles avaient une performance de 30-50%, et après la sortie du portefeuille. Avant qu'on intègre le Japon, qui a des potentiels beaucoup plus importants. Donc c'était la période de pré-Japon. Mais les net-net, il y en a certaines qui vont stagner, mais celles qui vont booster, ça peut être sur un délai assez court et sur des multiples x2, x3, x4. Et pourquoi c'est celles qui font les plus grosses progressions et les plus gros gains? Parce que en période de crise, c'est souvent des capitalisations très faibles, des small caps qui vont être vendues en masse parce que t'as pas de fonds derrière, t'as pas d'ETF, t'as rien. C'est les premières qui sont vraiment balancées par des investisseurs. Et c'est là où en fait t'as les ratios qui deviennent très 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 bas. Donc
t'as une amplification à la baisse qui te permet en fait de pouvoir bénéficier d'un reconfort à la moindre bonne nouvelle post-crise. Ouais. Juste avant qu'on prenne un exemple et un cas hyper concret d'un multibaggers des deux basses, et qui est un cas emblématique. Juste avant ça, tu as parlé de small cap, je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que la taille, et ça c'est quelque chose qu'on avait revu finalement dans les 3 études de la vidéo que j'avais faite, où il semblait qu'effectivement les small et mid cap avaient un potentiel de multibaggers plus important. Est-ce que toi, au travers de ton expérience et des portefeuilles de base, tu as constaté un lien avec la market size de la boîte? Souvent c'est sur les plus petites en fait, vraiment les très très gros multiples, c'est sur les plus petites parce que c'est là où t'as le plus d'inefficience, t'as pas d'analyste, t'as zéro analyste, t'as presque que des particuliers ou des fonds très spécifiques ou orientés valeur, deep value, etc. Donc oui, c'est sur ça que ça joue. Récemment dans les je dirais 5, 6, peut-être 10 dernières années, c'était un secteur qui a été beaucoup délaissé parce qu'on a eu une augmentation forte de l'investissement passif, ETF, etc. Donc c'est les small et les mid cap en profitent moins parce qu'il y a moins de flux. Et je pense qu'à un moment cette mode va passer où il va y avoir des rachats d'entreprises, des rapprochements, c'est là où il y a de la croissance, c'est là où il y a du potentiel, c'est là où il y a des savoir-faire, c'est moins suivi, donc il y a quand même des choses à faire. Ouais, ouais, ouais. Et ben maintenant, on peut passer au cas concret, cas pratique d'une des deux basses emblématiques. Pour la nommer, il s'agit de Gevlo, qui est une boîte qui a été fondée il y a bien longtemps, je crois que c'était en 1820, boîte industrielle, qui était au départ spécialisée sur les amorces et cartouches, et qui ensuite a développé d'autres activités et qui a ensuite pivoté, on en parlera. Moi, je suis d'abord peut-être curieux, avant que tu parles du pourquoi, du comment et de ce qui s'est passé avec cette boîte, comment tu as découvert Gevlo et voilà, comment elle est passée sous le screener et les radars. Ça, c'est une question qui revient souvent autour du process pour savoir comment est-ce que tu détectes des boîtes. Bah, là, c'est simple, c'est que le ratio de dette net, il était inférieur à 0,5. Donc, je te disais tout à l'heure, des décotes de 30%. Là, il y avait une décote supérieure à 50% à l'époque. Ce qui est sympa, c'est que GFE, c'est une boîte française, donc on peut trouver des dettes nettes quand c'est une période de crise, etc. On peut trouver des dettes nettes partout, que ce soit aux États-Unis, Japon, etc., mais aussi en Europe. En 2008-2009, on en a trouvé pas mal en France. Pour revenir spécifiquement sur le cas de Chevlo, c'est une boîte essentiellement familiale. Tu as deux familles qui sont au capital, deux grosses familles. À l'époque, on l'a acheté largement sous son niveau de trésorerie nette. C'était un peu un des cas atypiques de la côte parisienne. C'est une boîte qui restait longtemps valorisée sous sa trésorerie nette, qui a une activité de pompe, maintenant, essentiellement, à la base, qui faisait aussi de équipementier auto, qui a revendu cette activité. Donc vraiment des secteurs pas sexy, pas à la mode, gestion familiale, très peu liquide, cotation double fixing de mémoire à l'époque. Donc c'est-à-dire que c'est 2 cotations par jour. Donc elle coche toutes les cases de l'action qui n'attire personne. Et donc là, à ce moment-là, tu l'intègres dans le portefeuille. Tu prends une position assez classique en prenant, tu vas nous dire quel pourcentage, peut-être, je sais pas, 2, 1, 2, 3, 4% Non, du portefeuille. ouais. Et à ce moment-là, ce que toi tu te dis, c'est que c'est un mégot de cigare et qu'il suffit qu'il y ait un événement de marché qui souffle un peu sur ces braises-là pour que le titre parte à la hausse. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Bon, on avait mis, je crois que ça faisait partie des bases de départ, donc on avait 30 boîtes, 3% des portefeuilles, 3, 3, 3. Donc c'était hyper basique, pas de billets, pas de préférences, etc. 30 titres et c'était parti. À ce moment-là, c'est juste qu'on avait vu qu'il y avait une décote et puis on va laisser tourner la machine et basta. Et ce qui est intéressant, c'est comme on l'a suivi pendant des années, on sait ce qui s'est passé derrière parce que c'est une action, certes, il y a de la psychologie, etc. Mais il y a aussi une activité opérationnelle avec la gestion. Et il se passe des choses dans la vie d'une entreprise. Et chez Bleu, en fait, c'est une décote sur la trésorerie nette, mais c'est aussi une histoire industrielle intéressante. Il y a eu une grosse transformation qui a fait que la simple décote sur actif s'est transformée en fait en aventure entrepreneuriale de croissance rentable. Parce que la famille aux commandes a eu est-ce que c'est de la chance peut-être, et a réalisé une bonne gestion de son patrimoine. Je pense notamment à la cession de l'activité de sous-traitants automobiles. Ensuite, il y a eu un investissement au Canada dans les services pétroliers et gaziers qui a très bien tourné au bout de 2-3 ans. Et donc là, ils ont réalisé une belle plus-value. Donc, il y a eu beaucoup de facteurs. Certains pourront peut-être parler de biais du survivant, mais en fait, on n'a pas payé pour ça. On a payé, en fait, on a été payé vu que le marché valorisait la boîte sous la trésorerie nette. Donc là, c'est là où c'est sympa. Cette aventure, en fait, a été gratuite. On l'a pas Ouais. cherché. Ouais, t'avais vraiment l'upside de dire, bah, toi, tu valorises la société, t'achètes, on va dire, un dollar décoté quasiment à 50 cents. Et en fait, il s'est passé des choses qui font que la valeur de la boîte a
grossi et donc ta décote a pris de la valeur finalement avec le temps. Et est-ce que tu peux nous parler du coup un petit peu des performances qui ont été réalisées? Ouais, j'ai regardé, là, j'ai regardé, on était sur un x7 en 9 ans et demi, hors dividende, donc en fait, c'est beaucoup plus. Et pour la petite histoire, c'est sympa parce qu'on l'a réintégré après dans les pépites PA il y a quelques années. On a refait une performance derrière, de mémoire, c'est x3. Donc, tu vois, il y a certaines entreprises, tu les connais bien, et sur une période de 15 ans, tu peux des fois revenir dessus. Juste pour dire sur Javelot, aujourd'hui, c'est plus très intéressant parce qu'il y a plus trop de décotes sur actifs. Le management est passé sur une gestion assez, j'allais dire, passive, où aujourd'hui, n'est plus très agressif, ils sont pas à chercher des acquisitions d'entreprises. Donc aujourd'hui, ils font que de la pompe, des pompes industrielles. Et leur ambition la plus forte, c'est d'acheter des étages supplémentaires dans un immeuble où ils ont déjà un étage à Levallois, donc des immeubles de bureaux. Donc tu vois, dans une gestion type patrimoniale, family office, t'as déjà un très gros patrimoine, pourquoi pas, mais aujourd'hui c'est très peu probable que tu fasses un bagueur avec Javelot. Donc surtout si tu tiens compte du côté illiquide, double fixing, ça n'a plus du tout le même intérêt aujourd'hui. Demain, c'est à des cotes encore si l'action perd 50%, j'aurai un autre discours. Mais au cours actuel, je pense que ça représente plus le même potentiel risque. Et sur ce portefeuille-là ou sur les suivants, sur les gros multibaggers d'Edobas qui étaient aussi des net-net, est-ce que tu as constaté le même type de catalyseur avec une boîte qui se transformait finalement en boîte de croissance ou ça a été quoi l'identification Non, du déclencheur? non, c'est assez atypique. Et en plus, ce qui est sympa avec G2, c'est qu'on l'a accompagné au fil des ans. Donc ça n'a pas été un bagueur en 2 ans. C'était un bagueur sur plusieurs années. Généralement, ce que tu vas avoir comme type de bagueur, c'est une sortie de produit. T'as une sortie d'un nouveau produit, le marché se rend compte, la boîte a fait la une sur quelques jours sur les news flow, etc. Donc les gens se rendent compte que le produit est peut-être un produit exceptionnel. Donc la boîte elle peut partir en boost comme ça sur un effet mode. Donc nous on n'a pas payé pour ça et quand t'as un effet mode comme ça, ben nous on vend, on s'est mis un seuil, etc. Tant pis, ça en fait encore x2, x3 derrière, on prend le x2 et puis ciao, c'est notre ratio, notre objectif de cours qu'on avait misé. Un autre événement qui peut arriver, bah, c'est une offre, hein. Le management qui rachète ou un concurrent qui rachète. Après, tu as aussi le secteur tout d'un coup qui vient à la mode. Je pense à une boîte qui faisait des respirateurs aux États-Unis. On en avait marre de l'avoir en portefeuille, on trouvait ça pourri. Et tout d'un coup, tu as le coronavirus qui a déboulé. Donc cette boîte-là, elle est partie en x4, x5, et c'était début février 2020. Et moi, je comprenais pas trop ce qui se passait, donc je crois qu'on a pris un gain de mémoire de x3. Et derrière, elle a encore fait x5 parce que Ouais. il y avait une problématique de respirateur. Donc tu vois, je pense aussi à O2 Micro, qui est une boîte qui faisait des des puces pendant des années. Elle a coté sous sa trésorerie nette. Elle faisait pas de croissance. Elle faisait des mini pertes, mais elle avait encore de la trésorerie. Quand il y a eu la pénurie de puces en Asie pendant la période de coronavirus 2020, cette entreprise, elle a été rachetée, il me semble, et elle a fait x3. Donc, en- quand tu t'achètes vraiment pas cher, en fait, tu te mets, tes, ta- tu te mets en disposition de recevoir plein de choses relativement positives et qui peuvent faire exploser les cours. Tu sais pas lesquelles, tu connais pas les catalyseurs, mais ils peuvent venir de n'importe où. Mais tu payes pas pour ça. C'est ça qui est bien. Intellectuellement, c'est ça qui est assez puissant quand tu achètes des décotes extrêmes, d'Obas, NetNet, etc. Ouais, donc finalement, t'as ta marge de sécurité, et puis tu vas avoir un élément de marché ou un signe noir positif pour prendre des termes qu'on aime bien, qui vont venir déclencher ce mégot de cigare ou cette mèche pour faire partir le cours en d'assurer une forme de protection puisque tu es en dessous de la valeur, on va dire, liquidative de la boîte, quoi. C'est ça. Et l'autre point, un dernier point, c'est l'aspect R&D, recherche, savoir-faire. Bah, c'est un peu ce que je disais, c'est avec les nouveaux produits, etc. Et quand tu as des grosses bases de dépenses, de coûts, de charges fixes en recherche, ça peut attirer un concurrent qui va pouvoir réduire ses coûts, faire des synergies, et ça peut te permettre aussi de sortir un produit incroyablement innovant. Donc tu payes pas pour ça non plus, parce que vu que tu l'as pas intégré dans ta valorisation, toi t'achètes que de la décote sur actif. Et s'il y a un savoir-faire qui a été accumulé pendant 10 ans, il nous est même arrivé d'avoir des espèces de biotech pharma en portefeuille et qui génèrent un chiffre d'affaires, parce que ça c'était absolument, on voulait des boîtes qui ont une activité. Et oui, et ben tout d'un coup une molécule, elle a sorti quelque chose, ça a intéressé le marché. Et ça a fait x6, x7, je crois que c'est Radiant Pharma de mémoire, on a eu ça en portefeuille. Et pareil, on n'a pas payé pour ça, on ne payait pas pour le rêve, on n'a pas cherché à voir la nouvelle pharmaceutique qui va créer quelque chose contre le cancer, etc. C'est juste qu'elle avait l'activité, elle avait beaucoup de trésorerie, et pourquoi pas, allons-y.
Ouais, et puis ça t'intègre en fait un critère qui est une sorte de ratio technologique qui te permet de te dire, ok, bah, je sais que la boîte investit beaucoup dans des brevets, dans de la technologie, dans son produit, et donc à un moment donné, même si ça fait pas partie de mon intégration du calcul de valorisation de la boîte, c'est un élément positif qui à un moment donné peut être un déclencheur. Moi, disons que si j'avais deux boîtes exactement valorisées pareil, grosse décote sur trésorerie, même niveau de chiffre d'affaires, etc., et que j'en vois qu'une, elle est beaucoup plus technologique, elle a dépensé beaucoup plus dans des activités de recherche sur les 5-10 dernières années, j'ai préféré celle qui fait de la R&D. Ouais. Franck, on en parlait un petit peu en off et c'était une des limites qu'on constatait du modèle des multibaggers pour pas vendre non plus trop de rêves aux gens. En fait, le but quand on a un portefeuille, c'est évidemment d'avoir son portefeuille au global qui a le TRI annualisé le plus important possible avec évidemment le minimum de risque possible en optimisant son portefeuille. Là, on parle de multiples, donc GVLO x7 et x3 quand vous êtes revenu dessus, sans compter les dividendes. Comment est-ce qu'on intègre le fait de se dire, OK, bah, l'objectif, c'est finalement de me concentrer et d'avoir un TRI et forcément d'intégrer la notion de temps dans le fait de se dire, je sélectionne un titre parce que tu pourrais te dire, OK, je vais investir dans une net et en fait, j'ai aucun indicateur qui me dit que le titre va exploser versus une boîte qui va être peut-être une rentabilité à petit prix mais qui a un ROE de 20%. Donc, je présuppose que le titre peut continuer de s'apprécier au fur et à mesure des années. Comment tu fais cet arbitrage et comment tu constitues un portefeuille entre, on va dire, la partie net, la partie rap? C'est pas évident, mais je voulais en fait revenir sur la limite en fait de l'approche, la recherche ultime de bagger. Je pense que c'est pas une finalité en soi. Euh, Tu peux avoir des performances très très importantes en n'ayant entre guillemets que des gains de 50-60%. Celui qui réussit à trouver des boîtes qui font que, ce qui est déjà énorme, hein, soyons honnêtes. Moi le premier, hein, si je pouvais les trouver en permanence, je ferais que ça. Si tu as des actions qui font 50-60% tous les 2 ans, tu auras une performance largement supérieure avec l'effet composé d'avoir un bagger qui fait x8 en 10 ans, par exemple. Ça n'a rien à voir. Donc c'est joli, ça raconte une belle histoire de faire d'avoir un bagger en portefeuille, ça fait plaisir, mais c'est pas forcément un facteur de surperformance assurée. Donc ça c'est pour me donner la première limite. Donc répéter des performances entre guillemets modérées de 30, 40, 50%, ça te permet déjà de sortir des très grosses performances sur le long terme. Première limite. Deuxième limite, c'est l'aspect psychologique. Toi, tu avais investi dans Monster, la boisson énergisante. Je crois qu'elle avait fait, c'est un x30 ou c'est quelque chose comme ça sur longue période. Euh, on connaît pas les marchés des boissons énergétiques, on n'est pas des spécialistes de l'agroalimentaire. Tu l'as en portefeuille, tu as fait x5. Imaginons que ça fait x5 en 5 ans, ce qui est exceptionnel. Qu'est-ce qui va fondamentalement te permettre de dire, je vais la garder en portefeuille encore 5 ou 10 ans et je vais encore faire x6 derrière. Et, donc sur le papier, c'est très joli. Après, à concrétiser dans les faits, c'est très compliqué. Et, je pense qu'il faut faire attention au biais du survivant. Ça raconte des belles histoires. Celui qui a investi, qui garde ses actions 40 ans, forcément, il aura des belles histoires à raconter. Je suis pas sûr qu'il ait un TRI dingue. Peut-être, je lui souhaite. Peut-être qu'il aurait été confortable. Mais je pense que c'est très compliqué. Moi, je connais personne qui a des boîtes en portefeuille qui ont fait x30. Ouais, et puis c'est Là, un peu de la c'est poudre aux yeux. C'est comme on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui avait énormément de Bitcoin il y a 10 ans au moment où c'est au début de la création de Bitcoin. Et évidemment que même après un x2, x3, ils se seraient débarrassés s'ils avaient gardé la clé, etc. Et ils seraient jamais restés jusqu'à aujourd'hui en n'ayant rien vendu. Donc, t'as complètement raison. Faut se méfier des belles histoires. Et dans l'histoire des Dobas, pour le coup, il y a eu plein de cas où vous avez gardé des titres en portefeuille pendant plusieurs semaines ou quelques mois avec des performances de 20 à 50, 60%. Et bah, c'est ouais, plutôt des très très bonnes nouvelles parce c'est que ça te super. permet de réallouer très vite en fait ton capital. Ouais, ça fait de la rotation. Bon, après, c'est un petit peu, toujours un petit peu de travail à faire de la rotation externe, mais c'est super. Et on a aussi des boîtes qui sont restées 6-7 ans en portefeuille et qui font pas grand-chose. Peut-être que ce sera la 8e année, il se passera quelque chose, mais en attendant, c'est vrai que c'est un petit peu long. Bah, cette patience et cette non-performance, ça représente un coup d'opportunité et faut être capable de l'assumer. Et idem, celui qui a un gros bagger en portefeuille, quand est-ce qu'il va le céder? Est-ce que celui qui a acheté Microsoft, je sais pas, à 10 dollars, aujourd'hui c'est à 300, plus de 300 dollars, est-ce que il l'a gardé jusqu'à 300 dollars? Est-ce qu'il a fait tout le parcours? Moi, je trouve que c'est compliqué. Donc, tu disais avoir un portefeuille qui performe le mieux, qui a un meilleur TRI, donc la performance annualisée, et avec le moindre risque. Moi, je disais aussi un portefeuille avec lequel tu es à l'aise.
Si tu as fait Complètement. x5 au bout de 2 ans sur certaines lignes et tu sais pas quoi faire, et en plus tu sais vraiment plus sur quoi le réallouer, c'est aussi une problématique. Ouais, complètement. Et puis, de toute façon, tu le dis très justement. C'est-à-dire que, j'allais dire, dans la finance, comme dans la santé, comme dans tout, il faut que les gens soient à l'aise avec leur stratégie, ce qu'ils mettent en place. Et quelqu'un qui va être à l'aise que sur investir sur des net ou des boîtes que de croissance, bah, c'est évidemment pas du tout les mêmes stratégies. Et je pense que les gens doivent être, et c'est là où on ne le redira jamais assez, prenez pas nos conseils pour argent comptant, faites vos recherches, soyez à l'aise avec votre stratégie parce que, en définitive, que ce soit trouver des nouvelles boîtes ou être à l'aise avec son portefeuille, c'est vraiment le plus important pour être capable de dormir tranquille. J'ai envie de citer Warren Buffett avec ses deux premières règles, c'est ne perdez pas d'argent, et la deuxième règle, c'est de respecter la première règle. Ah ok, je ne sais pas, ça ne parlait pas d'argent. Non, c'est ne parlez pas ou ne perdez pas? Ne perdez pas d'argent. Ah oui, ne perdez pas, ok, ouais. Ouais, Ah ok. si, si, lui, il fait que parler d'argent, donc là-dessus, Oui, soyons à l'aise, on est là aussi pour ça. ouais, pas de problème avec ça, ouais. Et c'est pour peut-être conclure, ça me fait penser un peu à ce qui se passe aujourd'hui au Japon. Tu vois, l'action d'activiste qu'on essaie de mettre en place par rapport à Keynes, bah, il y a un peu cette réflexion autour du TRI, de se dire, bon, bah, si on échange avec le management, finalement, c'est dans une optique de pouvoir les accompagner dans le fait d'annoncer des choses et globalement de maximiser le TRI qu'on peut en obtenir. Ouais, c'est excellent en fait, parce que là, c'est nous-mêmes qui sommes acteurs en fait du catalyseur. On a la décote, on a les actifs, on a tout ce qu'il faut, on a même les réformes, on a la réglementation avec nous. Et le fait d'être pouvoir être activiste et de pouvoir essayer de réaliser, de changer les choses plus rapidement, potentiellement, ça va augmenter la performance et ça va la rendre, ça va la faire réaliser plus tôt que ce qu'elle aurait été naturellement ou faite sans activisme. Donc ça, je trouve que c'est vraiment, c'est le levier ultime. C'est trouver des boîtes décotées, bien gérées, délaissées par le marché avec des actifs et nous-mêmes être les propres catalyseurs et permettre d'accélérer les choses et donc augmenter le retour sur investissement, donc la rapidité de réalisation de l'événement. Donc, si on pouvait faire que ça, on le ferait, je pense. Après, une question de temps, de moyens, et puis, Ouais, complètement. Et on le et rappelle, on a déjà tourné une vidéo sur Keynes, donc je la remettrai en premier commentaire de la vidéo si vous voulez revenir. Et le management nous a déjà répondu, donc bah, vous pourrez regarder la vidéo si vous avez des. On refera sans doute une vidéo de suivi à un moment donné, mais en tout cas pour les curieux, on a aussi un site qui s'appelle Improve Keynes sur lequel vous avez tous les échanges avec le management. Et évidemment, on continue d'en parler sur le forum pour tous ceux qui sont abonnés, qu'on a la chance et de participer puisqu'on est une soixantaine à être dans cette aventure-là. ouais, on a un peu plus d'1% du capital, ouais, c'est super. Eh ben Franck, merci pour cette review autour des Gévlots, des baggers et des limites, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ouais, merci César, à bientôt.